Il met de la musique et contre si je dors. Il va canasser, non. Il me soulève du canapé. Je lui dis non, j'ai pas envie. Il y a eu pénétration forcée. Il a terminé, mon corps était livide, j'avais mal partout. Même si je n'ai aucune force et aucune volonté, il faut à tout prix que j'arrive chez moi. J'explique cette histoire à ma tante. Sa seule et unique réaction ce jour-là, c'est de me frapper. Elle n'a pas décidé, pas de ma faute. Moi, je m'appelle Roïda Ali Saïd. Mes parents, je les connais pas forcément, mais le peu de temps que j'ai pu passer avec eux de ma naissance à mes 3 ans, ça a été aux Comores, où il y a eu beaucoup de frictions, même après ma naissance. Et je faisais un petit temps chez ma mère, un petit temps chez mon père. Et au bout d'un moment, la famille, de manière générale, a décidé d'apaiser les tensions des 2 côtés en me retirant de leur garde pour par la suite me faire venir en France. C'était entre mes 3 et 5 ans, je dirais. Je suis arrivée à Paris chez la sœur de ma mère. Je me rends compte que c'est une très très grande famille. 8 enfants. Le premier contact que j'ai eu avec eux, il était très difficile pour moi. On venait de m'enlever de mes parents, donc forcément, j'étais pas dans un très bon état. Et en fait, je vais vite comprendre que c'était pas juste un pressentiment, c'était juste, j'étais pas la bienvenue en fait. Dans leurs yeux, dans leur attitude, j'ai même pas ressenti une once de joie en fait. C'était juste des regards très très froids et méprisants. Je comprenais pas pourquoi il y avait cette ambiance angoissante. Dès les premières minutes, je me suis pas sentie à ma place. J'ai pris peur dès l'instant où je les ai vus. Et mon réflexe de stress, ça a été de m'uriner dessus. On m'a crié dessus parce que du coup, je m'étais urinée dessus. Et on a demandé à la plus petite des 8 enfants de me prêter un pantalon. Elle m'a frappée et je me suis prise à faire pareil, en fait. Elle m'a mis un coup, je lui en ai mis un et en fait, ça a déboulé sur une grosse bagarre. Je vais très vite m'habituer au rythme de violence que j'ai eu à avoir dans cette famille parce qu'en fait, c'était régulier. C'était tous les jours, j'allais forcément faire quelque chose que l'un d'entre eux n'allait pas apprécier et me prendre un coup. Ils vont toujours trouver quelque chose à me reprocher, même quand je fais rien. Ou même me reprocher juste de rire ou de jouer alors que je suis censée être un enfant. Il y avait clairement une différence de traitement entre eux et moi. Un jour où on jouait tous ensemble, les 2 derniers enfants et moi, Ali et Cathy. Cathy a 1 an et demi de plus que moi et Ali en a 2 et demi, je crois. Leur père a pris la petite chaise très basse pour mettre son assiette pour manger. Et nous, on est partis jouer plus loin. On m'a le cap de renverser la chaise sur laquelle mon père mange. Bah oui. Je fais, c'était ce que vous me dites, moi. Ce que vous me dites, on va tous s'amuser. Je renverse la chaise, je rentre dans la chambre en courant et je suis morte de rire parce que j'ai fait une bêtise, on va tous être punis. Son père rentre dans la chambre, une claque à son fils, une claque à sa fille, une claque à moi. Dans l'instant qui suit, il va câliner son fils, lui tapoter le dos en lui disant ça va, ça va, ça va, et attendre que ses pleurs s'arrêtent, qu'il soit réconforté, pour ensuite passer à sa fille, pareil, tape sur le dos, ça va, ça va, ça va. Et puis il y a moi, qui pleure dans le fond. Voilà. Et puis il s'en va. Je viens de me prendre des coups parce que j'ai joué un jeu avec tes enfants. Tu me punis au même rang que tes enfants, mais j'ai pas le droit du réconfort, ni à des excuses. Du coup, j'ai grandi avec un énorme trou au fond de mon cœur. C'était un néant et mon cœur était caché là-bas. Parce que personne n'avait assez d'eau et d'amour pour me le faire grandir, qu'il puisse prendre une place normale, en fait. J'en valais pas la peine, clairement. Et c'était ce qu'on me faisait ressentir tous les jours, que je n'en valais pas la peine. Et que peu importe les efforts que j'allais fournir, parce que j'en ai fourni énormément, j'en valais toujours pas la peine. Et on peut pas confronter les gens, les parents, en disant pourquoi tu l'aimes lui et pas moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cet âge-là? Et qu'est-ce que je suis prête aussi à entendre à cet âge-là? Donc non, j'ai jamais passé le cap de verbaliser, je me taisais encore à cette époque-là. La scène de violence qui m'a marquée dans le passé, mon frère prend une chaise parce que je veux le saouler devant la plaie ou quelque chose comme ça. Il me bloque les épaules sur la chaise et le bas du torse sous la chaise, donc je ne peux pas bouger. Et moi, je panique très vite. Je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie, je panique très très vite, donc je commence déjà à pleurer, chaud de larmes. Et lui, ça l'agace parce qu'il a même pas eu le temps de s'enfuir de la scène que je pleure déjà, donc forcément ça va arrêter toute la maison. Il décide de prendre une chaussette, de l'enrouler et de le mettre dans ma bouche pour que je ne crie plus. Et il s'en va en éteignant la lumière de la chambre, en allant jouer au salon. Donc je suis là, seule en train de pleurer, bloquée par une chaise avec une chaussette sale dans la bouche. Et je me demande, mon fait, qu'est-ce que je vaux sur cette terre? Je me suis sentie moins exister qu'une chaise. Comme moi j'avais besoin d'attention, il me le donnait pas. Donc j'ai trouvé du réconfort dans la mauvaise chose, c'est-à-dire
voler et mentir. J'avais plus d'attention quand je mentais ou que je volais, plutôt que quand j'étais juste moi et que je voulais juste discuter. Donc je me suis enfermée en fait dans cette routine de je fais du voler son mascara. Elle va dire, qui a fait un mascara? C'est pas moi. Si c'est toi, non, c'est pas moi. Fouiller dans mes affaires. Pendant que je suis là, du coup, ça nous fait quoi? 10 minutes, l'une à côté de l'autre. C'est déjà ça de gagner. Avec du coup, elle m'embrouille, elle me crie dessus, elle me tape, elle prend son mascara et elle s'en va. À différents moments, j'ai eu à être confrontée à eux dans différentes embrouilles, hein. Mais ça, c'était vraiment que de la part de Ali et Kachi. Bah, par exemple, je lui ai volé quelque chose et dans sa frustration, il va me cracher tout ce qu'il a entendu sur moi. Tes parents t'aiment pas, c'est pour ça que t'es comme ça. Ta mère, elle t'a abandonné, ton père, il t'a abandonné, t'es sale, t'es moche, tu sens pas bon. J'ai commencé à bégayer, je pense, le jour même où je suis arrivée en France. Je pense que mon cerveau a eu un petit choc. Avec en plus la bagarre qui est arrivée. En fait, tous ces événements-là, un jour où ils m'ont tapé comme tous les autres jours de ma vie, je viens pour m'expliquer, pour dire un tel m'a fait du mal. Et je vais dire ma phrase, qui est toute fluide dans mon cerveau, et je vais l'entendre sortir, mais au moment où elle va sortir, elle va bugger. Moi, je me vois et je m'entends finir ma phrase, mais ceux qui sont en face de moi, non. Et ne comprennent pas d'où ça sort. Sauf que la réaction que j'ai eue en face de moi quand j'ai commencé à pleurer pour dire un tel m'a frappé, ça a été un tel et je suis partie en vrille très longtemps. Ça a déclenché un fou rire de toute la famille. Dès que je voulais déclarer quelque chose d'important, ou juste qui me tenait à cœur, dès qu'il y avait un peu d'émotion de ma propre personne, ma langue elle s'emballait. C'était extrêmement blessant parce que je comprends pas ce qui est drôle dans ce que je dégage. Je suis en pleine détresse, je demande de l'aide. En fait, négliger mes émotions et ce que je ressentais. Parce que peu importe le degré de ce que je vais dire ou de ce que je vais exprimer, tu vas rire et tu vas me recopier. Mon cerveau, il est en bouillie. Et donc, à force, même l'aide, je vais même plus la demander. J'imagine quoi de pleurer dans mon coin et puis m'endormir dans mes larmes. Et même le moment le plus incroyable pour un enfant, on me l'a retiré. Mon anniversaire. On m'en vient à faire mon anniversaire sans moi. Ramener toute la famille au salon. Ceux qui habitent à l'autre bout de l'Île-de-France, hein, ils vont venir aujourd'hui pour mon anniversaire. Ils vont ramener le jus, les gâteaux, les bonbons. Ils vont s'habiller en conséquence. Ils vont allumer la musique en conséquence. Faire la fête. Comme ça, toute la journée. Faire la fête. Et moi, je suis dans mon lit en train de pleurer, puisque je suis punie. Je sais pas pourquoi. C'est mon anniversaire, je suis punie. Et je les vois fêter sans moi. J'ai pas de gâteau, j'ai pas de bonbons, j'ai rien. Mais au salon, c'est joyeux anniversaire. Et moi, je suis dans ma chambre. C'est mon jour où j'existe pas. Il y avait des moments où ma tante voulait nous faire un peu plus joli que d'habitude. Soit pour des mariages, des événements, ou pour la rentrée, ce qui est normal quand on s'occupe de son enfant. C'est de l'apprêter un minimum quand c'est des grands jours, quoi. Et à un moment donné, j'ai le droit d'avoir des mèches de laine sur ma tête. Ma sœur aussi, mes grandes sœurs aussi. Donc, tout le monde, quoi, qui voulait se coiffer avait le droit. Moi, j'ai ma partie à moi, j'ai des jolis cheveux, je suis contente. Je m'étais jamais sentie aussi belle que ce jour-là. Et je décide de lâcher mes cheveux parce que c'est joli, ça vole au vent, c'est mignon. Je vis mon petit rêve de princesse du château, comme ça. Ma tante me tombe dessus et elle me dit par contre, les cheveux, c'est attaché. Si c'est pas attaché, je te les coupe. Elle me demande pourquoi est-ce qu'il y a mieux que je coupe mes cheveux alors que mes sœurs, ses cheveux sont détachés. Ça fonctionne comme ça dans mon cerveau. J'ai cherché ma réponse, je vois, elle fait détacher, on me dit rien, moi oui. En fait, moi, j'avais ma manière de porter mes cheveux. C'était un peu trop Sunwell, alors que c'était juste détaché. Mais j'avais cette confiance en moi qu'elle ne voulait pas que j'aie. Elle l'a cassé, ma tante. Récupérer un ciseau qui traînait dans le coin, prendre mes cheveux un à un, couper. C'était trop long. C'était ma coiffure de la rentrée. Je devais le trenter comme ça à l'école, elle essayait de tout couper de manière inégale. Ça lui plaisait pas. Ma sœur, elle prend pitié de moi, elle décide de me recoiffer, mais comme elle n'a pas coupé de manière égale, il reste encore des boulons. Donc elle se débrouille pour égaliser mes cheveux, ça a duré 3-4 jours. Parce qu'après, elle a recoupé mes cheveux, pour X ou Y raison, encore. Donc tout ce qui pouvait bâtir ma confiance en moi, elle l'a détruit. Mon prénom. Et tout le monde me demande, mais il est trop beau ton prénom, il est si original, pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce qu'en fait, depuis que je suis née, on mettait toujours une insulte derrière mon prénom. En comorien, c'est Madzi. M-A-D-Z-I, ce qui veut dire déjection en français. Donc non, j'ai jamais aimé mon prénom, j'ai jamais su le porter correctement.
J'ai jamais aimé mes cheveux non plus, parce que du coup, ils sont trop longs, trop rêches, trop ci, trop ça. On veut me les couper, en fait, on veut pas me les couper, on veut me les tresser, on veut pas me les tresser. Pareil pour mon style vestimentaire. Investissement zéro. Moi, je suis en pleine croissance, je suis un enfant normal, enfin, je grandis. M'acheter des vêtements, c'était devenu extrêmement compliqué, ce que je peux comprendre quand on est maman de 8 enfants. Mais l'effort que tu mets pour acheter tes vêtements aux autres, mais de même pour moi, tu sais qu'on n'a pas la même taille, tu vas acheter les mêmes tailles. Tu sais que c'est pas ma couleur, tu vas prendre une couleur que je n'aime pas. C'est pas grave, je vais porter. Mais quand j'ai eu la liberté de m'habiller, de choisir par moi-même, couper mon jean, me le déchirer, me le cacher, couper mon haut, me le déchirer, me le cacher, je ne pouvais pas être libre de moi-même. D'être qui je voulais être. On est même venu à critiquer mon intelligence. Parce que comme je l'ai dit, j'essayais de montrer que j'étais un enfant qui en valait la peine, que je valais la peine d'être aimé, choisi, et puis tout ce qui va avec. Donc je me donnais de la peine. J'ai gagné mon concours des SVT. Je suis arrivée 3e, je crois, donc en soi, j'ai rien gagné de bien beau, mais j'avais un diplôme jaune avec un microscope. Je me suis pris toutes les vannes possibles à la maison, Lisa Simpson. Tu te prends pour qui? J'ai eu des pensées similaires, j'ai eu des idées noires très tôt, mais ça a été constaté à mes 9 ans, si je ne me trompe pas. Parce que quand on fait des visites à l'école de santé, j'ai dit à la dame, vous savez, je vais manger chez un enfer, donc que je vais bien ou pas, je pense à un truc comme ça, que je vais bien ou pas, je vais y aller. Elle a commencé à se dire, c'est pas normal de vouloir partir. Elle a fait des photos, des vidéos de ce que j'avais moi, elle a fait un dossier. Et juste après, elle a fait l'erreur d'appeler ma tante pour lui crier dessus sur « On tape pas un enfant !» Mais à 7h30, elle m'a renvoyée chez moi. Donc c'était pire. J'ai commencé à me squiller les jambes. J'ai plutôt commencé à me gratter de stress. Et est venu un moment où, à force de gratter le creux de mes genoux, je saignais. Et de voir mon propre sang sorti par moi-même, j'avais comme une... Moi aussi, je peux me faire saigner, en fait. Moi aussi, je peux décider. Et je peux me tailler les cuisses. Et en fait, c'était douloureux, mais genre, un instant. C'était... Ça picotait, puis il y avait du sang. Et je me dis, c'est tout. Et les bassanases, je me prends pour oui, A, I, O, I. Et j'ai droit à des coups qui font tellement mal. Et genre ça, pisse. Bon, ok, je ferai ça, moi. Pacte avec moi-même. Ok, dès que ça va mal, tu coupes. T'es triste? Tu coupes. Essaye plus de parler. Ça sert à rien de parler. T'as mal au cœur. T'as mal partout, en fait. Fini le travail. Il y a un de mes oncles que je ne connaissais pas. Plus il se présente pareil. Oui, super cool au début. Il dit bonjour à tout le monde avec un élan de joie qu'il n'y avait pas dans cette maison, du coup. Et en fait, ça s'est vite transformé en cauchemar. Il n'est pas comme tous les hommes d'ici, mais il n'est pas non plus bon. Donc, fais attention à toi. De moi-même à moi-même. Et un jour, comme ça, je prends ma douche. J'avais l'âge de me laver seule, donc je sais que c'est entre mes 9 et mes 11 ans. Je me lave, sans aucune gêne. Je suis toute seule, tout va bien. Il rentre dans la salle de bain. Et il me dit, tu sais, je suis ton oncle, hein, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il a fait dans la salle de bain? J'en sais rien. Concrètement, j'en sais rien, mais je sais que j'étais nue, mineure, mouillée, toute seule sans défense. Que c'est un grand homme musclé de plus de 30 ans qui n'avait rien à faire là. Je ne m'en rappelle plus, mais je sais qu'à cet instant précis, il y a quelque chose chez moi qui a changé. Je l'ai ressenti, ma manière de voir le monde. Là, j'avais une rage démultipliée. Et en fait, j'avais envie de crier ma haine, crier ma rage, crier ma souffrance. J'avais envie d'exploser après ce qui s'est passé. Ce qui m'a valu un trou noir. Et je me rappelle juste après être dans ma chambre et être habillée, puis attendre que la journée passe, quoi. Le lendemain, il se réveille le matin, il veut du thé, je lui renverse son thé. Je lui dis, regarde, je te donne pas ta baguette. Des trucs bénins, mais c'était la première fois que je pouvais me rebeller contre quelqu'un. Il m'a tapé, je l'ai tapé, il m'a jeté sa ceinture, il m'a fouetté, mon oncle toujours. Il m'a fouetté avec sa ceinture. J'ai pris sa ceinture, je l'ai fouetté en retour. C'était du n'importe quoi. Mais ça m'a fait tellement du bien de cracher cette haine. Et en fait, très vite après l'embrouille, il est sorti se changer le ménage. Et moi, après, j'ai pleuré. En fait. Pas de douleur de « aïe, j'ai mal, tu m'as tapé », ça y est, ça fait longtemps que je disais ceci. Mais plus je pleurais en me disant « mais on va me faire du mal, je vais le recracher, je vais devenir une bête de colère et puis
Mais qui je suis encore? C'est quoi encore cette nouvelle version de moi que je dois encore assimiler? C'est quoi ce bordel? Quand il est revenu, il a pas décoléré. Tous les jours qui enchaînent, ça a été ta mère, c'est PUTE. Ton père, c'est un taximan. Ton père, il prend des clients comme ta mère qui prend des clients. Si t'es né, parce que ton père, c'était un client. Après, ça venait à la maison une fois qu'il est reparti. J'ai commencé à avoir un comportement un peu plus sexualisant. Je sais pas comment mettre un terme dessus, mais je savais qu'à ma manière de voir le monde, tout avait changé. Même moi seule, face à moi-même, ça avait changé aussi. Il y avait des moments où j'étais petite, mais je me touchais toute seule. Parce que du coup, je connaissais la sensation. Et même si c'est très cru et difficile à dire aujourd'hui, en soi, quand on se touche, ça fait du bien. Donc je vais le faire tous les jours. J'ai copié un comportement qu'on m'a entre autres montré parce que ça me faisait du bien et que personne n'est jamais venu me dire ce que je fais est mal. Dans ma douche, toute seule, je pouvais le faire, mais il n'y avait pas de verrou. Quelqu'un peut rentrer et puis me voir. 2 fois, c'est arrivé. 2 fois, on m'a rien dit. La porte a juste été refermée. Ça a très, très vite dégénéré de mon côté parce que j'ai tenté de reproduire ce que mon oncle avait fait, ce qu'on avait montré avec les hommes de la famille, mais sans savoir que c'était mal, parce que personne n'était là pour mettre des limites. Après, dans leur manière de réagir, j'ai pu comprendre que ça l'intéressait pas, mais un de mes cousins, ça l'a intéressé. Et il était du mauvais côté, lui aussi. Enfin, il était avec eux en étant méchant avec moi, mais dans l'instant secret, il pouvait venir me chercher pour ça. Faut pas imaginer mon cousin comme un grand homme fort qui profite de moi, pas du tout. Il était plus petit que moi. Ça, c'est de ma faute. Mais c'est aussi de la faute des adultes qui nous supervisaient. Parce que, à des moments, c'est arrivé quand on nous regardait. Personne n'a rien fait. Il y a un jour où c'est arrivé, on était tous les deux sous la couverture. La couverture nous a été retirée. Et moi, quand on m'a pris pour me sortir du lit, je disais, mais moi, je jouais juste aux cartes. On jouait aux cartes et il y avait les cartes dans le lit. Mais c'était pas vrai. On m'a mis au coin avec lui. Et c'est tout. Il n'y a pas eu de discussion verbale en disant les relations amicales, les relations familiales, les relations, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y avait ça. Personne ne s'est jamais posé pour répondre à mes pourquoi et pour m'apprendre la vie. Donc, je ne pouvais pas savoir que c'était mauvais ce que je faisais. Et lui non plus. Et j'ai gardé ce comportement déviant et il est parti s'amplifier sur Internet. Star Planet, des trucs dans le genre. De notre âge, en soi, on est des enfants, on joue. Mais c'est un réseau incroyable des prédateurs. On peut parler matin, midi, soir, envoyer un message, il me répond, t'es trop belle, oh merci. Mais en fait, il a 47 ans. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier je t'aime. En me présentant avec un comportement déviant, des phrases un peu louches, je répondais à sa demande, qui était que j'ai ce comportement-là. Il était satisfait, donc j'avais des je t'aime en retour. Donc mon je t'aime m'a été donné par un inconnu sur Internet qui était son prédateur. Le premier que j'ai en tête, là, maintenant, si on me dit qui a dit je t'aime en premier, pas ma mère, pas mon père, pas mon oncle, pas ma tante, pas mes frères et sœurs, aucun d'eux. Mais je peux vous situer dans le temps quand est-ce qu'il me l'a dit. Ça m'a marqué, on m'a dit je t'aime moi. J'avais le droit moi à ce qu'on me dise je t'aime. J'ai continué, encore pire, pire. En fait, ça allait de pire en mal. Instaurer un climat de violence et ne rien apprendre à son enfant et ensuite le laisser dans le monde, c'est tellement le bétail facile pour le prédateur. En fait, ils ont conformé mon cerveau à accepter la violence, la maltraitance. Donc forcément, en ligne, ils vont être contents de pouvoir avoir un je t'aime d'une fille de 11 ans. T'es le meilleur du monde. Je connaissais même pas la portée de mes mots. Mais je le disais parce que pour une fois que je peux dire à quelqu'un, c'était magnifique. Alors qu'il voulait faire des photos nues de moi. Il a eu ensuite par la suite. Il a eu des photos nues, entièrement nues. Juste de mes jambes, juste de mes pieds, juste de mon visage. Je devais avoir maximum 12 ans à tout casser. Et encore, avant que ma famille se rende compte, il s'est passé des années. Donc, je sais pas combien d'hommes, à cette époque, ont des photos nues de moi dans leur téléphone, mais ils en ont. Je pourrais jamais les supprimer. Je pourrais jamais effacer ce que j'ai dit, ce que j'ai envoyé. C'est trop tard pour faire ça. Je me sentais aimée, exister, et puis c'est ça qu'il faut pour être
vivante sur Terre. Tenez. Et j'ai aussi des vies sur Facebook. De la même manière, le même procédé. On ajoute tout le monde de la ville en pensant que c'est safe, alors que pas du tout. Les DM étaient pareils, les photos étaient pareilles. La demande, peu importe à la tranche d'âge, ça pouvait aller du mec de mon collège au voisin. J'avais tout le monde sur le bureau. Chacun y allait demander ce qu'il voulait, j'envoyais ce qu'il voulait, puis voilà. Ils l'ont découvert en se connectant sur mon mail. Et ils ont vu, en fait, le nombre de garçons à qui je parlais, ce qu'on se disait, et j'en fouillais dans l'intimité de chacune de mes discussions. Pour un jour me prendre comme ça, au milieu de la chaise au salon. Toi, t'as fait ça? Tiens, lis, devant tout le monde. Fallait que je lise les saletés qu'on m'avait apprises et que du coup j'ai réussi à manipuler dans les discussions. Ça pouvait aller de je t'aime à plus beau à je veux bien que tu la mettes dans mes fesses. Ils ont vu mes photos. Je me suis sentie sale, moche, humiliée comme d'habitude. Je pleurais parce que je sentais là tout de suite que c'était mal ce que j'avais fait. Tout ce qu'il fallait pas faire, je faisais. Parce qu'il n'y avait pas de restrictions claires et précises. Dans toute l'embrouille que j'ai mis, ça a été ne fais pas ça. Ça n'a jamais été tu devrais pas faire ça parce que du coup, telle conséquence. Quand tu fais ça, il peut t'arriver ça. Je me suis fait bien frapper ce jour-là. J'avais bien honte et bien mal. Les grosses bagarres, personne ne les séparait jamais. Et c'était souvent moi qui étais au milieu. Ils se battaient des fois aussi entre eux, ils avaient des désaccords, mais quelqu'un allait intervenir pour calmer, apaiser les tensions. Moi, apaiser, c'était pas dans la même phrase. Donc un jour comme ça, une bagarre se déclenche entre Cathy et moi. La manière dont elle m'a frappée ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On s'est battu tellement fort. Et puis je dis battu, mais je ne sais pas me battre. Personne ne m'a appris à me battre. C'est juste moi, mes petites mains de l'âge que j'avais. Et puis essayer de me débrouiller parce qu'il faut que je survive, en fait. Elle m'a arraché mes vêtements. J'ai fini en culotte. Et même ma culotte, elle l'a déchirée. Et il y avait tous ses frères et sœurs autour, mais personne n'a séparé. C'est des gens qui sont majeurs et vaccinés, qui avaient certainement plus de 16 ans et moins de 27 ans. Mais déjà, à cet âge-là, quand tu vois ça, tu sépares. Non, tu vas engrainer pour être sûr que je me prenne bien ce que je viens de prendre. Et puis bon, je suis en culotte déchirée, que tout le monde enregistre ce moment-là dans sa tête, parce que on va le ressortir à chaque fois. Donc plus tard, évidemment, j'ai fini en pleurs, en sang, blessée. Tout le monde s'en fout, tout le monde va qu'à ses occupations. Pour le reste, ça peut être une simple partie de Uno que j'ai gagnée. Pourquoi tu fais la maline, tu veux que je te remette en culotte? Et j'ai mangé le dernier yaourt. La même phrase qui ressort. Ou encore pendant le ramadan, un mois de paix, un mois béni. J'ai pris la dernière cuillère qu'il y avait sur le tapis. Il y en a dans la cuisine qui est juste derrière nous. J'ai pris ce qui était sur le tapis. Il m'a attendu dans le noir de la cuisine, derrière le frigo. Je pouvais pas le voir. Pour me bondir dessus, essayer de me crever l'œil. Et quand je lui dis cette posture, et de me lâcher, me laisser tranquille, eux ils déboulent parce qu'ils trouvent que la scène est un petit peu trop grave, mais juste pour me séparer. Et puis ils comme ça, continuent à faire la mine, je vais mettre en culotte. Mais chaque fois qu'ils pouvaient me ressortir cet argument-là, pour me faire honte, ou me rappeler que, t'es personne ici, ils vont le faire. Dans les punitions que j'ai eu à avoir entre la CM2 et la 3e, ça a été d'être puni de salon, de moments conviviaux en gros. Quand eux regardaient un film à la télé, j'étais pas là. Je mangeais pas non plus au salon. Plein de fois, j'ai été punie dans le noir, dans le couloir, pour que je mange toute seule dans le noir, alors que j'ai peur du noir. J'avais aussi des restrictions sur les heures à laquelle je devais rentrer. Je devais être là 20 minutes après la fin de chaque chose, ou grand max 1 heure avec justification. Si je devais aller à l'Ida Presse, qui du coup avait habilité de chez moi, il fallait que dans les 20 minutes, j'ai le temps d'y aller, payer la caisse et revenir. Pas 21, pas 22, 20 minutes. Sinon, je suis punie. Ou on me tape. Pareil pour l'école. Ça m'a mené à vivre des situations extrêmement graves juste pour rentrer à l'heure. Donc même dans mon cerveau, ce qui était dangereux, grave, pressé et interdit, rien n'avait de frontières concrètes. Parce que même si je dois monter derrière le bus, poché, pour arriver chez moi, je vais le faire. Parce que c'est plus dangereux pour moi d'arriver en retard que le bus va trop vite, je tombe, mais que je meurs. C'est pas grave. Mes années collège et CM1, CM2, j'ai fait du volleyball.
Ça me permet de canaliser mon énergie. Parce qu'en fait, une fois que j'avais passé la porte de chez moi, il fallait que j'existe. Sauter, crier, courir, j'avais de l'énergie. Il fallait que je vive ma liberté. Pour quand je suis épuisée, puis je peux dormir tranquillement. Parce que je savais que si j'avais frustré un d'entre eux, le soir avant de dormir, quand j'allais bien confortable dans mon lit, dans le noir face au mur, l'un d'entre eux allait s'accrocher, on me superposer et mettre des rafales de coups de pied dans mon dos et puis s'en aller. Même l'instant après le sommeil, il n'était pas bon. Donc il fallait que je me dépense pour m'endormir à l'instant. Mais après, il faut aussi apprendre à rester calme et écouter. Et j'ai un problème avec l'autorité, en fait. Tu peux pas venir me dire non, fais pas. Pourquoi? Toi, cette phrase, je l'ai tellement utilisée, mais tellement mal. T'es personne pour me dire de pas faire. J'étais tellement irrespectueuse. En fait, j'avais besoin de frustrer le monde parce qu'on m'a frustrée. D'écorcher le monde parce qu'on m'a écorché. Ça me ressemblait pas, c'était pas moi. Ça n'a pas tenu longtemps. Moi, ce que je voulais plus faire, c'était faire rire les gens. Tous mes amis, peu importe le cours, j'allais leur faire rire. J'allais être le clown de la classe. Ça m'a valu des exclusions, des bannissements, des mots dans le carnet, ce qui faisait qu'en fait, à la maison, j'étais encore plus punie, encore plus battue. En fait, c'était une boucle. Et qu'on pouvait pas casser, en fait. À quel moment on la casse, la boucle? C'est ma prof d'anglais qui m'a un peu fait réaliser les choses. Ma prof d'anglais, c'était la seule qui était noire, du coup. Elle m'a fait comprendre que ce monde-là, il est difficile pour nous. Pas que j'avais jamais essuyé le racisme dans ma vie, hein. J'en ai eu comme tout noir sur Terre, je pense. Mais elle m'a fait comprendre que ouais, faut que tu te calmes, en fait. Parce que nous, les noirs de base, on est vus comme ça. Comme les gens sauvages, agressifs. Je sais qu'au fond, t'es pas comme ça. C'est la prof que je détestais le plus. Mais c'est celle qui a pris le temps. La dame du CDI, la femme de ma vie. Il y a 4 livres par jour, faut les faire, hein. Faut commencer à mieux l'aider. Qui ont pris le temps de me dire, mais t'as un potentiel incroyable, qu'est-ce que tu fais à faire le clown? Prends le temps de voir qui tu es et d'être qui tu es normalement. Là, t'es que dans les extrêmes. Et elle m'a dit, ouais, mais ta tante, là, elle veut t'envoyer au bled. Je vais voir ma mère, je lui dis que j'ai à lui dire, lui expliquer mon problème pour qu'elle puisse lever avec nous. Je me prépare pour aller au bled, sans montrer que je suis contente. Elle me met des mèches incroyables. Je suis jolie, je suis mignonne. Elle me laisse être un peu apprêtée, on part le lendemain. J'ai prié tellement longtemps pour ce moment dans ma vie, de voir ma mère en chair et en os. De la prendre dans mes bras, de sentir l'amour maternel, l'amour familial, l'amour du sang. Ma tante était très souvent au téléphone avec ma mère pour lui dire tout ce que je faisais. Mais sans mettre ce qu'elle me faisait, elle, en retour. Dans ses audios. C'était ta fille a fait ci, ta fille a fait ça, ta fille a fait ci, c'est le mauvais enfant, mauvais enfant, mauvais enfant, mauvais enfant, mauvais enfant. On arrive sur le tarmac, il y a la chaleur des îles, le bonheur des îles. Je sens que je suis chez moi. On prend nos bagages, trucs ADN et tout, et il y a une grande baie vitrée dans l'aéroport. Donc, je vois qu'on me voit. Je veux qu'elle soit fière de moi, même dans ma manière de marcher, tête haute, épaules larges, je marche comme ça. Sauf que j'arrive pas à tenir mon énergie. Quand je la vois, je cours vers elle. Toutes mes forces, toute mon allure, tout l'espoir de vie qu'il y avait en moi, il avait ressurgi. Elle m'a poussée. J'étais dans l'espace comme ça, je flottais en... Elle a pas fait ça. Pas ma mère. Ma mère aussi? Non, elle a pas fait ça. C'était lunaire. Elle a stoppé mon cœur. Net. Elle a pris sa sœur, du coup, ma tante qui est dans ses bras. Ma tante lui a dit, mais tu veux le câlin? Et elle me suis dit, mais en fait, qui même ici sur Terre, le 6 jours que j'ai fait avec elle, le bled, c'était quoi? J'avais pas le temps de lui parler, elle partait le matin quand elle était là, maintenant qu'elle était là aussi, je compte pas parler, et puis même, barrière de la langue. La seule fois où j'ai voulu faire un guet-apens à ma mère pour la bloquer avec des amis que je me suis fait au bled, elle m'a cramé, elle m'a attrapé, elle m'a giflé. Ma mère, même si elle s'excusait dans l'instant d'après, ça arrivait une fois. Même si, d'origine, t'es ma mère, je ne te connais pas. Même le je t'aime qu'elle va me dire, il sonne faux dans mon oreille. À ce moment-là, j'étais même brisée, c'est trop faible comme mon père biologique. Par la même occasion, pendant ce voyage, on s'est vu, lui et moi. Très bref, très rapide. Il m'a vu une fois pour me dire que oui, tu dois prendre des cours d'arabe. Il était l'heure à telle heure. Donc c'était un peu... il est reparti, disparition immédiate. On s'est revu une deuxième fois, on s'est croisés comme ça, de passage dans la rue. Il m'a dit, remets ton foulard. Et
Et la troisième fois, il est venu m'apporter des oranges pérennies. Je rentre en France, zombie. J'étais un zombie. J'ai pu avoir mon brevet et continuer ensuite être acceptée dans mon lycée. Je voulais continuer dans le sport, mais au moment d'écrire nos vœux sur la liste, ma tante avait refusé de me laisser participer aux inscriptions sur concours du CREPS parce qu'on devait dormir là-bas. C'est sa seule raison. Elle voulait avoir le contrôle. Donc, me voir me coucher, me voir me lever. Très bien. Il va prendre une école qui est tellement loin que tu ne verras que me lever et que me coucher. Et ce que j'ai fait. Donc, dans ce lycée, je me fais des amis, tout va bien, même si on ne vit pas sur la même tonalité. Il y a une vague de harcèlement qui va me tomber dessus. Les garçons étaient intéressés par moi à un certain moment. J'avais pas ce droit de propriété sur mon propre corps. Je savais pas dire non. Un gars comme ça avec qui j'ai commencé à parler, tranquillement, on s'appréciait mutuellement. Et un jour, on m'a dit, mais tu sais, ce qu'il est bien, tu peux lui faire un bisou sur la bouche, hein, tu sais. Enfin, on a le droit, vous êtes ensemble. Je me suis dit, ah oui, j'ai le droit. C'était un coup monté. C'était pour pouvoir me filmer en cachette et le faire tourner de la vidéo. Du coup, moi, toute douce, toute mignonne, je vais le voir. Je lui ai dit, je veux un bisou. Lui, il était tout gêné, il comprenait pas pourquoi il y avait toute une meute de lycéens qui venaient derrière moi. J'y vais, je lui fais un bisou et c'est hyper gênant parce que j'ai jamais embrassé quelqu'un, je sais pas comment faire. Puis, les copines sont derrière, quoi. Je lui fais mon bisou des plus mignons que je peux faire, je me débrouille avec ce que j'ai. Et puis quand je me retourne, les flashs de caméra sont allumés. Tourné sur Snap. Tout le monde a vu, tout le monde a republié. Le lendemain, plus personne ne me parlait dans le lycée. J'étais passé de l'humain normal, enfin. Ah non, c'est teint. Me traiter de teint fort, ça y est, je suis habituée. Insultez-moi, dites ce que vous voulez. Dans la flopée d'années que je m'étais faite et qui avait disparu, il restait quelques personnes. Les jumelles, c'est des jumelles dans le lycée. C'était comme des petites poupées, en fait. Elles étaient magnifiques, elles avaient leur délire, et elles, du premier jour, je jamais dans ce lycée, au dernier, hier encore, elles me parlent, pour vous dire, elles n'ont jamais fait me parler. Elles n'ont pas suivi le mood des humains du lycée. Et ça, en fait, ça a tout cassé. Le fait d'avoir un bonjour le matin, même si mon sac à midi allait être mais aussi mon sac à midi allait être caché, j'avais mon bonjour du matin. Elle me voit comme un humain normal, pendant que tout le monde me voit comme un déchet. Et ça me faisait tellement du bien. Mais quand j'en ai parlé la dernière fois sur Snapchat avec elle, elle disait, mais ça, c'est qu'un bonjour, oui, pour toi. En tant qu'humain, c'est qu'un petit sourire, un petit bonjour. Mais pour moi, ça change tout. T'es l'humain qui me voit normalement. Ça m'a fait du bien. Et il y a Mariana aussi, qui est dans ma classe, qui était l'une de mes meilleures amies, qui m'a très fortement soutenue et qui m'a pris son téléphone. Donc quand j'étais à l'école, j'avais son ancien téléphone que je pouvais utiliser. Et du coup, mettre aux toilettes, écouter la musique, esquiver l'harcèlement, comme je pouvais. Et continuer de faire comme si de rien n'était. D'être moi, même si on me détestait. Et ça m'a permis de forger ma personnalité. Parce que même si tu m'aimes pas, en fait, au final, je m'en fous. Et aller plus loin, j'avais quoi? J'avais 17 de moyenne générale. Moi, la meuf qui passe son temps à faire le clown, à être expulsée de son lycée, aujourd'hui, et j'arrive avec un 17 de moyenne. Et j'étais trop fière de moi. J'attendais avec impatience la remise des bulletins du premier trimestre. C'était mon jour, ma gloire. Ma sœur va récupérer mon bulletin parce qu'elle est majeure et vaccinée et qu'elle sait lire, ce que ma tante ne sait pas faire du coup. Elle récupère mon bulletin, elle rentre dans la maison, elle dit rien. Habituellement, elle vient, elle fait le débrief, genre tes profs, t'es scandaleuse, t'étais insolente. On a l'habitude maintenant, viens le terminer, rentre dans le salon, dis des sacs sur moi, je vais prendre mes coups, tous bonne nuit. Mais là, j'avais un 17 sur 20, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai fait, genre, je l'ai fait. Elle rentre dans le salon, elle dit rien. Elle pose le papier, elle s'en va. Je me suis dit, aïe, qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que pour moi, ça semblait mauvais, vu comment elle avait réagi. Ma tante ne sait pas lire, mais elle comprend vaguement. Parce que forcément, elle a dû se débrouiller pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle prend mes bulletins, elle voit 17, elle voit 0, et de plein d'autres chiffres. Mais quand elle a vu 0, elle m'a pris mon oreille, elle me l'a tournée, jusqu'à ce que je me lève de douleur. Elle m'a poussé sur le radiateur. Elle m'a dit dans ta chambre. Je me suis dit, mais encore? En fait, je vais finalement être bien à aucun moment. Et qui peut se lever et dire, je suis fière de toi? Personne, même quand je donne de mon être. C'est moi qui révisais mes cours de SES le soir et tout, alors que je rentre à la maison, il est 22h. Je peux dormir? Non, je révise, je voulais être celle que je
Oh, je voulais être cette femme-là. Et même quand je l'étais, on m'a dit t'es pas assez. On passe au vendredi des vacances d'hiver. Ce vendredi-là, je téléphone de ma copine, comme ça, je refais un peu ma vie. Je parle avec des gens sur les réseaux sociaux, mais toujours avec le nom limite que j'ai toujours eu, cette déviante. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de l'utiliser pour que quelqu'un s'intéresse à moi. En fait, il m'a parlé comme ça, t'es ouais, merci, puis on discute tranquillement, le matin jusqu'à 17h à peu près. Et ils me disent que je peux venir te chercher pour te récupérer, etc., etc. Bah oui, je suis ouverte au monde, je suis hyper joyeuse je suis un bon vivant, donc vas-y, accompagne-moi si tu veux. On va se récupérer à la gare de Bourg-l'Arène et tout. Il arrive à la bus. On avait convenu de faire le trajet en bus jusque derrière chez moi. Après, elle viendra faire vu que je suis derrière chez moi. C'est parfait. Au moins, dans le bus, on pouvait discuter. On s'est bien parlé, il y a de un feeling, on a matché, mais je ne te connais pas. Lui, il me dit, oui, j'ai oublié un truc dans ma maison. J'ai un colis à récupérer vite fait. Tu veux me dire? Bah ouais. Je suis dispatchée chez lui. Arrivé chez lui, la sensation d'angoisse et d'impuissance et de vice humain, je l'ai vu là encore. Tu t'es dit, qu'est-ce qui va pas? Il met de la musique et contre ce dents. Il va bisoustino. Il va canostino. Il met la musique un peu plus fort. À un moment donné, ça le saoule d'être gentil bizarrement et de tenter à la parole. Il me soulève du canapé. Il faut savoir que je pesais pas plus de 26 kilos à cette époque-là. Il me porte jusque dans sa chambre. Il me déshabille. Et moi, en fait, je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai un doute. Je lui dis non, j'ai pas envie. Et la musique, je suis pas prête. Change de musique. Et tu sais, couper la musique complètement. Il est revenu. Et j'ai plus de culotte à ce moment-là. Il décide de faire ce qu'il a à faire. Mais avec les mêmes mots que j'ai entendus quand j'étais avec mon oncle. Oh, t'inquiète pas, c'est entre nous. Mais en fait, une fois que ces mots se prennent dans ma tête, j'ai tout de suite ce moment qui me dit, mais c'est pas bon ce qui se passe. On connaît, c'est pas bon. Là, c'est même plus le jeu like, c'est instinct de survie. Donc, je dissocie. Je suis plus là. Je suis dans la même pièce que lui et mon corps. Mais je ne réagis plus avec mes organes, ni mon cœur, ni mon cerveau. Je regarde juste ce qui se passe. Il y a eu pénétration forcée, différentes positions forcées. Il écrasait tout mon corps avec son foie à différents moments et j'avais son coude sur ma nuque. En fait, donc même respirer, fallait choisir un moment clé pour pouvoir respirer, pour pouvoir quoi que ce soit que je voulais faire, je ne pouvais pas. Et puis, il y avait tout ce qui se passait en bas, donc je n'étais même pas concentrée. En fait, je voulais juste survivre et je savais que là, si je me laissais partir, je n'allais plus jamais revenir. J'ai regardé la fenêtre, il y avait de la lune. J'ai commencé à prier Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Je te demande jamais rien. Ça s'accentuait, j'avais mal, je saignais, je criais de douleur, de stop, arrête. Ça continuait. Je commençais à prier, 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 à prier. C'est jamais arrêté. Au même moment où j'ai perdu ma soi-disant virginité, j'ai perdu ma foi en Dieu aussi. J'ai tout laissé là-bas. Tout laissé là-bas. Il a terminé, mon corps était livide, j'avais mal partout. J'avais du sang partout. Et il finit par dire, ouais, mais si c'était aussi douloureux, nos parents feraient pas ça. Et puis il va se laver. Le même silence dans la chambre. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il est quelle heure? Parce que oui, il faut que je rentre chez moi à l'heure. Donc ce qui vient de se passer passe en arrière-plan dans mon cerveau. Il faut que je rentre chez moi à l'heure. Il est quelle heure? J'avais pas d'heure, pas de téléphone, j'ai peur. Je sens la mort dans mes entrailles. Pas parce que je vais me faire voler par un homme depuis je ne sais pas combien d'heures, avec insistance. Non! Parce que si j'arrive pas à l'heure, je suis mort par ma propre famille et ils ont déjà failli me tuer plusieurs fois. Donc bon, faut que j'y aille. Sauf que quand je me lève pour aller aux toilettes, j'arrive pas à marcher. C'était trop brutal, trop douloureux, trop intense. Et puis j'étais faible de base. Donc mon corps voulait plus répondre en fait. Je marche avec difficulté jusqu'aux toilettes. Je pisse, je saigne, je m'essuie avec ce que je peux trouver, je me sens partout, je me mets là. Je récupère ma culotte, mon pantalon, et même si je n'ai aucune force et aucune volonté, il faut à tout prix que j'arrive chez moi, sinon je vais me faire tuer. Il y avait que ça dans ma tête. Il faut que j'arrive chez moi avant de mourir, il faut que j'arrive chez moi avant de mourir, il faut que j'arrive chez moi avant de mourir. Donc le mec qui vient de me faire ça, je lui regarde dans les yeux, je lui souris. Je lui dis, tu peux me prendre sur ton dos, s'il te plaît? Dépose-moi juste à l'arrêt de bus. Il faut que je rentre chez moi. Lui, il se dit, bon, bah, bénef, en vrai. C'est qu'elle va rien dire, c'est bon, on est carré.
Sur son dos, ça n'arrête lui s'il s'en va. Dans le bus, je me sens bizarre. J'ai mal partout et je comprends. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Mais je souffrais très fort. Ça, c'était sûr et certain. Et j'étais habillée en blanc, donc c'était visible. J'ai dû couvrir mon corps. J'avais un trench vert que je recouvrais pour pas qu'on voit mon sang dans la rue parce que j'ai quand même un long trajet à faire. Parce que chez moi, si tu sens dans un bus, faut que ce soit caché, quoi. J'arrive chez moi, je monte l'étage. J'ouvre la porte et il y a que ma grand-mère qui est là. Des fois, elle est un peu sénilée. Elle me dit, oui, va m'acheter un truc à l'épicerie et tout, et tout. Elle m'envoie fière, en fait. Frère, pas frère. Je viens d'arriver. Tu sais pas ce qu'il va de vivre. Et puis, il est quelle heure? Elle me revoit dehors. Et de l'heure que je vois, il était pas si tard que ça. La peur redescend. Dans ma tête, j'ai le temps que j'ai créé dehors, plus 20 minutes. Donc, j'ai large de quoi faire. Même si on sait pas encore ce que je vais faire, mais déjà, on souffle la baie, ils sont pas là. Je sors de chez moi. Et en fait, derrière chez moi, il y a ma meilleure amie qui habite là. Et comme on est en heure d'hiver, il faisait nuit dehors, tout était éteint. Mais ça fait être éteint le nid. C'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. Il faut que j'y aille. Je prends mes forces inexistantes encore une fois. Je suis à bout de vie, en fait. En fait, je suis un morceau de peau comme ça, qui essaye de suivre le reste du corps. Je n'en peux plus à ce stade-là. Je sonne. C'est sa sœur qui répond et j'arrache de mes larmes, sans bégayer. Est-ce que Tali, elle est là? Elle a dit non. Je m'effondre à l'interphone, je tombe par terre. Ça y est, les gars, j'ai plus de force. Ta sœur, elle me dit, elle est à côté, mais attends. Je me lève de là où je suis, je me dis, tant pis, je vais marcher jusqu'à tomber ou je sais pas quoi. Et elle a l'appareil comme ça, alors que t'étais juste derrière, dans le parc. Je la vois. Je cours dans ses bras. Elle me prend dans ses bras. On pleure de joie, mais pas moi, du coup. Elle comprend pourquoi je pleure de tristesse. Et dans nos sautillages, je lui dis, je suis plus vierge. Je lui dis, mais c'est super et tout. Et quand je lui dis dans notre folie, mais j'ai pas voulu. Ah, elle arrête de sauter. Là, c'est le mode adulte qui est activé. Parce qu'elle, de mes amies, c'était la plus mature. Elle m'explique, il faut aller voir un juge, il faut aller voir un avocat. En parler à un adulte, à ta famille et tout. Ma belle, tu sais qui c'est ma famille? Oh oui, mais ton grand frère et tout. Mon grand frère qui a sa réputation dans la ville de grand frère, que tout le monde aime, il est sympathique. Ah, il est tout le monde. Oui, mais chez moi, c'est parce qu'il t'aime mon grand frère. Tu dis à personne. Si tu veux, demain, on se débrouille. Toi et moi, on sort, on fait quelque chose. Un juge, ce que tu veux, mais là, tout de suite, là, ce soir, c'est pas possible. Elle m'essuie mes larmes, elle me dit que je vais être forte. Elle m'explique ce qu'elle m'a expliqué, puis moi, je rentre chez moi. Elle a appelé mon frère sur le temps de trajet. Pour lui raconter ce que je lui ai dit. Moi, je rentre chez moi, je suis enfin dans ma douche. Je saigne, il faut enlever, je suis sale, il faut enlever, je me frotte. Je suis dans ma bulle de soi-disant réconfort, là. J'essaye au moins de trouver un truc. Mon frère défonce la porte, me prend par les cheveux, il me ramène dans la chambre. Du coup, je suis nue là, pleine d'eau, me trémusque dans la chambre. Je pense avoir eu un peu de temps pour m'habiller vite fait, récupérer des trucs pour mettre sur moi. Il va me taper. Je pense à 100% que je vais mourir. Je sens mon œil qui commence à voir. Et il finit par me lâcher. Je veux le nom, prénom, l'adresse du mec qui t'a fait ça. Tout de suite. Tout il me sort un papier, une feuille, ma main elle tremble, je dois écrire je connais que son Instagram. T'as tellement, notre relation était ridicule et infondée, j'ai que son Instagram et l'arrêt du bus que j'ai pris du coup. Je lui donne ça, il prend un truc sous le lit, il sort de la maison, et moi, instant de panique, j'ai appelé le mec qui m'a fait ça pour lui dire, mon frère il te cherche avec un pistolet, cache-toi. J'ai prévenu le mec en mode, là, trouve une solution. J'avais peur qu'il meure à cause de moi. Parce qu'encore une fois, c'est moi. C'est moi qui ai un comportement déviant, c'est pas lui. J'appelle sa sœur. La même sœur qu'on devait appeler avec ma copine, mais que je dis non parce que même si elle est avocate ou quoi, l'appelle au télé, c'est ma famille. On l'appelle pas pour plaider ma cause. Pour plaider la cause de mon frère. Parce que je viens de le voir prendre un truc sous le lit, là, que s'il l'utilise, il va en prison comme son autre frère. Et elle m'écoute. À côté ma vie, là, on dit parents de ton frère, évidemment, mais elle n'écoute pas vraiment. Et quand je lui dis ce qu'il a sorti du lit et que je murmure ce qui m'est arrivé, elle redevient sérieuse. Elle me dit de répéter. Je répète, mais que ma partie. Je lui dis, je me suis fait non. Elle dit, tu bouges pas, je renvoie mon mari, reste tranquille. Ne lave pas, enfin, toutes les indications à faire. Ne pas me laver, récupérer mes vêtements, surtout ma culotte, tout ce que j'ai pu toucher, utiliser dans un sac ou pour le commissariat. Je lui dis, oui, mais je peux pas marcher. Il va te porter. Son mari qui n'a rien à voir avec toute ma vie vient de me voir là écorché vif, à moitié nu, mouillé.
Il comprend rien, il doit me porter ce que sa voiture comme ça. Mais c'est quoi cette foutaise? Et là, tu me vois dans mon instant le plus vulnérable. Je voulais disparaître. Il me porte jusque sa voiture, il me met dans la voiture. Commissariat, je suis assis sur une chaise, il est assis sur une chaise. Un de mes autres frères qui est là, assis sur sa chaise. On attend que le commissaire vienne nous voir. Il arrive, il me demande là pourquoi. On n'est pas seul dans la pièce, donc je vais pas crier. Je me suis fait... Mais il voulait que je le fasse, hein. Ils l'ont fait à ma place. Moi, j'ai juste baissé la tête encore plus. Il appelle ma tante, qui est du coup mon responsable légal, pas ma soeur. Oui, allô, bonjour madame. Du coup, c'est le commissariat de Bililim. C'est pour vous dire que vous devez passer, du coup, le plus vite possible. C'est un cas urgent. Allô? Ah non, je vais pas venir. Et c'est vous, le responsable légal, vous devez venir. Non, je vais pas venir, j'attends que le mariage se finisse. Faut savoir qu'un mariage comorien dure 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Tu sais pas quand ça va finir. Elle a préféré rester à son mariage et l'a dit ouvertement à la police que de venir ma mère assister dans ce moment-là. Du coup, c'est ma sœur qui vient être de mon côté sur le truc. À l'interrogatoire, j'avais honte d'être un criminel alors que c'est moi qui étais la victime pour le coup. Je suis au milieu, un garçon et une fille devant l'ordinateur, ma sœur qui est là. Expliquer ça à ma sœur, enfin à la police, avec leur ton, leurs questions complètement déplacées devant ma sœur, c'était comme un rite d'humiliation que j'ai eu quand j'étais plus jeune en fait. Et puis j'avais ni la force et le courage, mais il fallait que je le fasse parce que elle insistait. Est-ce que vous avez demandé à le vouloir? Est-ce que vous avez dit non? T'étais habillée comment? On finit le blabla du commissariat et ma soeur qui me regarde avec dégoût, avec honte. J'ai même pas envie de me retourner face à elle. Le policier il m'a fait pleurer parce qu'il m'a demandé d'énumérer des trucs que je connais pas, mais il voulait me forcer à me faire cacher des mots que je connaissais même pas. Il voulait un récit avec tous les détails croustillants, mais ça croustillait pas en fait. Pas assez pour lui. Et la fille à côté, aucun regard, rien. Aucun soutien féminin, aucun soutien familial et aucun soutien des forces de l'ordre. On sweep, ambulance, gynécologue judiciaire, trace ADN à l'intérieur de mon corps, ouvrir avec une loupe. Alors que juste avant, j'étais vierge quand même. Là, je crois, c'est le troisième mec qui regarde dans mon vagin pour savoir ce qui se passait. Ça fait beaucoup, là. Ma tante est revenue le lendemain ou le surlendemain de son mariage, sans ses filles, parce que la maison était toujours vide. J'explique l'histoire à ma tante. Du coup, elle me frappe. C'est sa seule et unique réaction ce jour-là, c'est de me frapper. Et de me dire qu'ensuite, on a un rendez-vous chez le psychologue, juste après. Et c'est un rendez-vous obligatoire avec les m'y accompagne. Et sur le chemin, elle m'oblige à garder tête haute sur tout le trajet alors que j'ai juste envie de disparaître de la surface de la Terre. On va voir ce monsieur-là qui nous prend ensemble dans son bureau. Et dans les quelques instants que j'ai pu avoir seul avec lui, il me dit juste que c'est pas de ma faute et puis basta. Donc je sais que ça va pas aller plus loin que ça. Au revoir, merci. Vous avez fait votre travail. Ma tante, dans cette histoire-là, n'a joué à aucun moment son rôle de tante. Elle n'a pas dit c'est pas de ma faute. Même si c'est une phrase redondante, certes, qu'on entend à chaque fois dans l'accusation, mais ça fait tellement du bien au cerveau d'entendre que tout ce que t'as vu, senti, tout ça, tout ce que t'as ressenti qui n'était pas de ton libre arbitre, c'est pas de ta faute, en fait. Et surtout, à l'âge que j'avais, c'était important de me le faire comprendre. À la suite, il y a eu les médicaments contre le sida, l'infection sexuelle, tout plein de médicaments que je devais prendre le matin et le soir. Et c'était tellement une honte, mon cas, que même quand ces filles étaient revenues et que j'avais encore mon traitement, elles me les donnaient comme un dealer. Fallait que je les prenne en cachette. Changement de main, et je devais prendre dans sa main la grosse pilule bleue contre le sida et les médicaments. Et j'étais vraiment au plus bas. Je me suis dit, au pire, peut-être doubler ma dose, j'en prends tout d'un coup et puis je meurs. Donc après ça, il a fallu retourner à l'école, donc refaire les trajets, revoir les endroits et les choses. Et moi, mon erreur, ça a été de reprendre le contact avec mon agresseur. À lui, j'ai écrit en disant ouais et tout, je t'accuse de rien du tout, j'ai juste expliqué l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et c'est la police eux-mêmes qui ont dit que c'était un violeur, c'est pas moi. Moi, j'ai expliqué mon histoire. Donc arrête de dire que je t'accuse d'être un violeur, parce qu'elle commençait à faire tourner la première que je l'accusais. J'ai dit, moi, j'ai mis de nom à rien. J'ai expliqué tout le procédé, ils ont mis le mot dans cette case-là. Ça me tenait à cœur qu'on ne vole pas des mots que m'inventais en fait, des choses que j'avais pas dit. Et il a dit ouais, si tu t'es senti je m'excuse alors. C'est tout pour lui. Mais du coup, encore une fois, ma perception des relations homme-femme, elle était encore une fois chamboulée. Parce que la violence à laquelle il a fait les choses, aucun policier m'a dit que c'était pas normal.
Ma sœur qui a eu la déposition, qui l'a lu, elle n'a pas dit que c'était pas normal non plus. J'étudiais pas. Je dormais en cours, je dormais dans l'escalier, je dormais à l'infirmerie, je dormais partout où je pouvais dormir. En fait, mon corps voulait que dormir. Esquiver la réalité, fuir le monde. Sauf que dans mon école, la filière que je choisis moi, c'est la restauration. Je voulais être serveuse. Au 2e trimestre, on a eu nos filières officielles. Le service pour moi. Donc moi, en service, j'ai les chemises blanches. Il faut savoir que chaque jour après mon agression, je me suis taillé des veines tous les soirs à la salle de bain. Jusqu'à ce que je saigne et que je m'évanouisse. Sauf que je me réveillais le matin. Du coup, fallait continuer. Sauf que moi, je vais à l'école, je vais en service, je continue de faire semblant de vivre. Et en service, en fait, les assiettes, il faut tenir les assiettes. Faut passer entre nous, il y a des techniques de service, il faut être concentré. Moi, quand je suis concentrée, ou pas d'ailleurs, je tremble. Les tremblements, les frottements de chemise, le sang apparaît sur mes bras, en fait. Au moindre mouvement. On me le fait remarquer, un élève qui alerte un autre élève, qui alerte en fait le professeur. Du coup, tout le monde m'encadre finalement, et du coup, je panique. Mais c'est un gars qui est tombé dans les pommes. En plein cours, avec des clients. S'il n'y avait pas que les élèves, il y avait des clients du restaurant. Je finis à l'infirmerie, je me réveille, et puis là, on me dit, ma belle, faut que tu parles. On a vu, on a compris que depuis que t'es arrivé dans ce lycée, tu vois pas bien. On le voit, hein. Tes notes, elles ont chuté. T'as 27 de moyenne, t'as juste 7. Et encore, 7 parce qu'on est gentil. Tu manges pas à la cantine, alors que tu payes la cantine. Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, écoute, dans ta vie, t'as plein de gens qui t'ont tendu la main. Toutes les mains tendues, elles ont échoué. Je me suis dit, là, c'est des années plus tard, est-ce que je parle? Mon cerveau, il m'a dit, qu'est-ce que t'as à perdre finalement? T'as déjà plus rien. Je parle. Et en fait, à un moment donné, elle a un sort de petit rictus qui apparaît. Parce que je lui ai dit que j'avais déjà parlé de cette histoire-là à un bout d'infirmière en CM2. Il s'avère qu'elles se connaissent. Elle l'appelle. Ami, tu peux te reposer si tu veux faire une pause. Je fais ma pause sur le côté, je vais me dormir. À mon réveil, elle est là. Elle me regarde. Elle pleure de joie, elle me fait un câlin. Je lui fais un câlin. Si, elle m'a pas oublié, elle s'est rappelée de moi et elle n'a pas laissé le cas mourir. Elle faisait des updates dès qu'elle pouvait, en fait, à chaque établissement. Elle me suivait, elle a fait le travail qu'il fallait faire. Quand je pensais être abandonnée en CM2 après cette histoire, elle n'a pas lâché le morceau. Dis-lui tout. Dis tout ce que t'as à dire, fais tout ce que t'as à faire. On est là pour toi, on te lâchera pas. Je l'ai cru. Tout de suite. On fait un dossier, tous les moments hard que j'ai vécu, je les ai racontés, mais elle m'a dit, attention à ce que tu vas dire. Parce que, selon la direction que tes mots vont prendre, le verdict final ne sera pas forcément celui que tu veux. Mon but, c'était d'être le plus loin possible de eux tous. Être séparé d'eux. Il en faut beaucoup plus, en fait, de placer un enfant maintenant en France que juste elle me maltraite. Il n'y a pas tout le reste. Donc, il fallait tout détailler et laisser la juge décider de qu'est-ce qu'elle va faire. Elle fait mon dossier, je rentre à la maison. Il n'y a que mon frère et ma grand-mère qui est là, donc je me dis, oh, relax, c'est personne. Il est quand même un peu tendu et il sent qu'il y a un truc qui se passe chez moi. Il note que j'ai un peu plus de confiance que d'habitude. Il fouille mon sac comme ça, par hasard. Dans mon sac, il y avait des préservatifs. Et un couteau le plus aiguisé que j'avais trouvé dans la... Il hurle mon nom dans la chambre, du coup, je cours, j'y vais. Et il est comme ça avec mon couteau. Et là, mon préservatif dans ses mains. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est pas les préservatifs qu'on peut voir en hypermarché, joli emballage. C'était le préservatif avec écrit faites attention à votre santé, les jeunes. Les préservatifs qu'on distribue au lycée, en fait. Parce qu'en fait, juste avant, j'avais au cours d'éducation sexuelle, j'étais tellement pressée d'arriver vite chez moi que, rare du coup d'être pressée à ce point, j'ai balayé toute ma table, en fait, dans mon sac. Mais comme je suis déléguée, j'en avais un tas, frère, parce qu'il fallait que je le distribue dans ma classe, en fait. C'était mon rôle. Mon cœur, il bat vite. Lui, il fait la liaison entre mon agression, mon truc. En fait, elle le voulait, mais maintenant, ça ne voulait pas pour être dans ça qu'il y a des préservatifs. C'est quoi le but? Ça, c'est quoi le but? Il a vrillé. Et puis même lui, dans son cerveau, pour vriller, il n'en va pas beaucoup. Celui qui n'est pas initiaire et il devient. Et j'ai réussi à me défendre en disant que si tu veux, mets mon mail sur l'ordinateur, là, il est là, mon mail. Au final, il a vu, quoi. Et il m'a dit, ouais, garde le couteau dans son sac. Parce qu'il a compris. Je crois que j'étais pas ce qu'il pensait que j'étais.
Il a dit son regard n'a pas changé ça, tout ça, un autre de mes frères. Je sais pas à quel degré il m'a tapé. Je m'en souviens plus du tout. Même ce qu'il a fait avec le couteau. Mais en tout cas, j'avais une balafre sur le sein. J'ai toujours du croc. Et quand je suis arrivée à l'école le lendemain matin, je suis partie voir l'infirmière, j'ai ouvert ma veste pareil que maman et je lui ai dit, je veux plus rentrer. Elle a vu, je lui ai montré le couteau avec lequel ça a été fait, qui est encore dans mon sac. Je lui ai posé sur la table. Elle a dit, ok, je fais au plus vite. Elle a écrit son dossier le plus vite possible. Et il fallait dans tout ça, surtout faire une mise en scène sur comment est-ce qu'on allait du coup me retirer de l'école pour me faire passer ailleurs. C'est même si je suis loin de chez moi, tout s'ébruite très vite et faut que ça fasse le moindre possible. C'est la police qui est venue me chercher à l'école, au lycée. Parce que bon, ça n'a pas fait par n'importe quel jeune en vrai de vrai. Un scooter mal garé ou peu importe, donc ça a alerté personne. Ensuite, derrière, ils ont changé de voiture. C'était une voiture des Hauts-de-Seine. Ils m'ont ramené au foyer d'urgence de Colombes, très, 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 très loin de chez moi. Et j'ai pu parler, j'ai pu être écoutée. Ils m'ont dit, on va t'isoler pendant 15 jours. Pas de téléphone, pas de télé. 15 jours, c'était ça qu'il a fallu à la juge pour à son maquette. Ramasser, lire les dossiers, interroger les gens, faire ce qu'ils avaient à faire, pour pouvoir donner un verdict qui a été du coup après les 15 jours. Là, c'est l'audience avec la juge. Elle a lu tout ce qu'elle avait à lire. Elle a vu tout ce qu'elle a zéro. Maintenant, elle a dit, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de Roïda? Elle commence comme ça. Je traite Roïda de la même manière que je traite tous mes enfants. À la même échelle, à la même égale. Ce que je fais pour ma fille, je le fais pour Roïda. Elle veut quelque chose, je lui donne quelque chose. Je sais où la trouver, elle est dans sa chambre en train de lire des livres. C'est vrai, le juge me demande comment je vais. Je dis, je sais pas. Elle rebascule sur ma tante. Vous avez que vous vous préoccupez de Roïda et que vous vous occupez d'elle comme votre fille. Est-ce qu'on peut savoir elle fait quel sport s'il plaît Roïda? Basketball. J'y suis tout de suite que c'est terminé. Tu me connais pas. Tu sais pas ce que j'ai lu. Tu sais pas qui je suis. Et tu vas jamais me défendre. La juge, elle a dit, dans ces cas-là, on va vous retirer la garde de Roïda, mais pas complètement. Vous avez le droit d'avoir des visites médiatisées, mais au bon vouloir de Roïda. Et elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, mais waouh, ça donne pour moi. Dingue. Elle a ouvert la bouche et je me suis dit, j'aurais jamais dû écouter ça. Elle dit à la juge, d'accord, mais moi, qu'est-ce que je vais dire à sa mère maintenant? Tu veux pas savoir où est-ce que je vais atterrir, ce que je vais manger, les vêtements, mes dossiers, rien. Juste savoir ce que tu vas dire à ma mère. Eh ben, dépose-toi. Et je suis partie de la salle. Et on m'a accompagnée en voiture à mon foyer. Pour ma famille, ça s'est arrêté là parce que du coup, j'ai pas voulu donner suite aux poursuites. Je me suis dit, on close ce dossier-là, mais on fait pas de poursuite. Parce que sinon, ça allait donner sur des rendez-vous, des demandes de preuves. Je n'ai pas besoin de prouver. La dame a vu, la dame a questionné. La réponse a été donnée. Dossier clair. Il a écrit qu'elle n'a plus mes droits, c'est tout ce que je demandais. Elle a pu faire son travail, même si ça a pris un certain temps, 3-4 ans. On m'a recontacté plus tard pour voir si je voulais le reconnaître. Je l'ai reconnu dans la bande. Et si je voulais faire une confrontation, je l'ai faite. J'ai un avocat commis d'office, mon éducatrice. Lui ici, de dos, son avocate, et devant nous le brigadier. Il m'a lu nos 2 dépositions. Elles sont exactes mot pour mot. Mais dans la partie consentement, lui n'a pas entendu. Si ce n'est que ça, lire ma déposition, lire mon truc, on chamaille un peu, et puis ensuite les actes sont là, donc c'est bon, preuve, âge, tout ça. Non, même pas. Dans le même moment, j'apprends aussi que mon frère, sa fameuse scène du pistolet, là, il l'a pas trouvé ce soir-là, mais le lendemain, ils ont convenu tous les deux d'aller boire un café ensemble. Mon frère est parti boire un café avec mon agresseur pour confirmer sa version. Alors que quand il est revenu ce jour-là me voir, moi, il m'a dit, t'es plus ma soeur, t'existes plus. Et il m'a ignoré tout le reste de ma vie. Et l'avocate du monsieur, très méchante. Très méchante. Elle avait qu'à dire non. C'était sa phrase. Et moi, ne pouvant pas me sacrifier sur place, je me cognais la tête contre le casier derrière moi, jusqu'à ce que je dissocie. J'étais en larmes, en pleurs, en train de cogner mon crâne. Et Bi avait même dit, et je sais pourquoi elle dit que je l'ai vu, parce que j'ai vu son frère, et son frère a dit qu'elle a toujours été comme ça.
Et le brigadier aussi a dit un mot qu'il ne fallait pas, c'était « Oh, de toute façon, c'est un bon garçon. » Ouais. J'ai eu un suivi psychologique et psychiatrique, médicaments, antidépresseurs, tout ce qui va avec pour remodeler mon cerveau. On a dû déconstruire tout ce que j'ai vu, entendu, compris, en même temps que moi qui suis en pleine liberté dans le monde. Parce qu'après, j'étais lâchée dans le monde. Mais je sais pas faire attention. Pendant que j'apprends avec le psy, faut que je les applique en temps réel. C'était super dur. J'ai connu des excès, l'alcool, la violence, la drogue aussi. J'ai fait des overdoses en direct sur Instagram. On pouvait me voir allongée comme ça. Parce que j'avais pris trop d'alcool et j'avais trop fumé aussi. Des relations où on m'a tapé parce que je savais pas dire non. Des relations où on m'a violée parce que je savais pas dire non. Je savais pas que ça existait, qu'on puisse faire ça à quelqu'un qu'on aime et continuer à l'aimer derrière. C'était tout nouveau pour moi. Et puis je cherchais aussi du réconfort, de la même manière que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, en ayant un comportement un peu déviant. Et j'ai commencé à parler seulement quand j'ai eu un peu plus d'abonnés sur Instagram, mais la première fois où j'ai ouvert ma caméra, je mentis. Voilà, avant de l'attention en vrai, comme d'habitude. Et j'ai coupé le live et j'ai arrêté tout de suite. Je dis non, là j'ai fait des pas en arrière, c'est pas bien ce que je viens de faire. Je vais le regretter plus tard, mais pourquoi j'ai fait ça? Ma sœur qui est semi-avocate, semi-juriste, je sais pas trop, elle m'envoie un mail. Coucou, ça va les vacances? Ouais, enfin ça va. Mon mail à moi était très méfiant parce que les vacances, c'est ça que t'appelles les vacances, survivre à la vie normale. Écorcher vive à cause de vous, c'est des vacances. Mais c'est le ton qu'elle essaie d'employer, d'accord. On doit faire la maligne et faire du buzz sur Internet, mais si tu veux faire du buzz, fais-le avec ta vraie vie, s'il te plaît. Cette manière-là de me parler alors qu'elle a 27 balais, que c'est eux les bourreaux. Seigneur, s'il vous plaît, mettez un peu de lumière dans leur cerveau parce que c'est très grave d'agir comme ça. Et moi, je décide de pas jouer à son jeu. Je descends chez la maman qui était là à ce moment-là, parce que je changeais beaucoup de famille d'accueil. Et des fois, j'étais juste en centre ou chez eux, donc je prenais toujours la figure adulte qui était là. Parce que même si elle faisait plus office d'autorité, la figure adulte que j'avais, me disait quand même qu'il y a plus d'espérance de vie, donc plus de bons conseils, peut-être. On remet tout au questionnement à chaque fois. Je lui demande, est-ce que c'est possible de m'aider à faire un mail construit avec des mots compliqués et pas les mots que j'emploie moi? Elle me dit, oui, dis-moi. Je lui explique, et elle dit, ah, d'accord, t'as pas besoin de moi. Écris ton mail, je corrige tes fautes, mais tout ce que tu viens de me dire, ça passe complètement dans un mail. On ne te dira pas que tu manques de respect parce que t'as raison. Tes mots sont droits, t'es pas dur, t'es juste sincère. J'ai ouvert mon cœur qui est plein de bandages, là. J'ai mis un petit bout dans ma lettre. Expliquer mon mal-être, expliquer le pourquoi du comment, avec preuve que comme quoi, quand je suis plus avec eux, je me sens mieux. J'ai plus besoin de mentir sur qui j'étais. Ça m'arrivait une fois en live. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une seule erreur que j'ai faite après tout le trajet que je viens d'essuyer? S'il vous plaît. Je me suis excusée 15 fois dans ma lettre. J'ai juste demandé d'accepter le fait que je sois plus là et puis d'avancer sur moi, s'il vous plaît. Avec toutes les formules de respect en arabe, vu qu'elle est musulmane et pas moi. Mais même dans ma lettre, j'ai parlé à ce qu'elle soit trempée dans ma lettre. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, et si tu veux faire ton buzz, fais-le bien. Quelle maturité. Mais ce qui me fait rire, c'est que pour eux, la maturité et la stature respectueuse que j'essaye d'avoir, c'est un manque de respect pour eux. Quand j'ai raison, c'est un manque de respect pour eux. Elle m'a envoyé pas d'idée comme ça. Il y a 2 fois, j'ai baissé les bras complètement, dont une nuit, où j'ai mouru. Pour de vrai. J'avais avalé 80 plaquettes de médicaments. Je voulais juste passer. Sauf que je me suis réveillée en réanimation. Je me réveille toujours. Je me réveille toujours. Mais je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Ça y est. Lève-toi avec des objectifs. Deviens celle que tu veux devenir. Donne-toi la force d'être qui tu veux être demain. Avant même pas maintenant. J'ai arrêté les médicaments. J'ai continué mon suivi psy. Et j'ai plus eu contact avec eux. 0 fois, j'ai continué tout droit mon chemin. C'est quand même un peu compliqué. J'arrive à faire confiance à l'autre. À toujours me fier de mon instinct. Mais j'ai toujours eu des traumatismes. À des moments, je tremble. À des moments, je bégaye et je pars en crise totale. Parce que j'ai peur. Je peux pas dormir
Dans le noir, toujours pas. Même si j'ai un enfant qui lui peut dormir dans le noir. Je peux pas. J'ai encore quelques petits blocages dans la vie, mais je me laisse pas abattre. Je sais que ça partira un jour, à un moment donné. Mon mari prend en charge tout mon être. Il sait comment me gérer si j'ai une crise, si j'en ai pas, comment je me sens, tout le reste. Il a tout appris. Mon fils, pareil, c'est mes deux lumières incroyables. Mon papa adoptif qui est arrivé en chemin de route, mais qui a fait le chemin avec nous. En fait, je suis entourée de la bonne manière. J'ai créé la famille, un peu comme Stitch, qui est une de mes préférés. J'ai créé ma famille. C'est la mienne, je les ai choisis un par un. Et ils sont tous capables aujourd'hui. Et j'ai su prendre le temps et m'entourer comme il faut. Donc, on peut dire que je vais bien. On peut dire surtout que je vais mieux. Ça, c'est sûr. Je pense que tout se rejoint sur le fait de ne jamais refuser une main tendue. Même si tu penses que la situation, elle est trop compliquée pour toi, là, maintenant, tout de suite. En face, tu sais pas ce qu'après peut t'apporter. Parlez, parlez, parlez. Parce que si vous ne parlez pas, ça va rester là. Ça va créer des troubles. Ou ça va rester là. Ça va créer des problèmes. Si ça ne sort pas, ça va trouver un moyen de te dévorer. Le chemin est long. Très long. J'ai pas fini d'essayer de guérir, mais je sais qu'un jour je vais guérir. Parce que je ressens déjà des effets de ma guérison. Donc si moi, j'ai pu faire mon petit pas, guérir et aider les autres, chacun peut aider un petit peu l'autre et faire son petit chemin. Je pense.